Bonjour, ici Julie et Claire. Bienvenue sur EndoAide, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode numéro 3, nous avons décidé d'inviter Peggy Favez, une femme atteinte d'endométriose et aujourd'hui coach en santé et nutrition, professeure de Yin Yoga, de yoga thérapeutique et influenceuse. Cet échange avec Peggy est un moment spécial, un moment hors du temps. Et pour l'apprécier pleinement, offrez-vous une pause. Prenez un café, un thé et installez-vous confortablement pour partager avec nous cette véritable leçon de vie, cette leçon de résilience et ce processus de guérison. Peggy est allée au bout d'elle-même, au bout du monde aussi, en y allant par étapes, en trébuchant parfois, mais en se relevant toujours. Riche de ce parcours, de sa compréhension du corps, de ce qui compte vraiment pour guérir, Peggy en a fait son métier aujourd'hui. Elle accompagne les femmes à se connaître, à s'aimer, à vivre en cohérence, pour tout simplement revenir à soi, libre, sans artifice, juste soi. Peu importe dans quelle phase vous vous trouvez, ce témoignage est une invitation à vous donner les moyens de vivre vos rêves. On vous souhaite un beau moment. Bonjour Peggy. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre podcast. Je suis super contente. Merci d'être là, Peggy, avec nous ce matin. Puis on va commencer par la toute première question qui est très simple. Est-ce que Peggy, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Peggy, j'ai 38 ans, presque 39. Je vis en Suisse, enfin plus exactement, je suis actuellement en Suisse pour cette interview, mais je suis de passage. Là, je parcours un petit peu le monde et je réalise mes rêves en fait. Et je pense que c'est peut-être une bonne manière de me présenter en fait. C'est que j'ai été diagnostiquée quand j'avais 31 ans, après des années de douleurs et de soupçons d'endométriose déjà, mais qui étaient jamais confirmées ou que les médecins avaient jamais envie de vraiment valider ou d'aller creuser. Donc en fait, ce diagnostic à 31 ans qui m'a amenée en fait, directement à vouloir prendre en charge ma santé. J'ai pas été abattue par le diagnostic, c'était tout de suite qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et j'ai fait plein de recherches et en fait, ces recherches m'ont amené, si je peux définir comme ça, m'ont juste amené vers moi en fait et à réajuster mon parcours, réajuster ma vie, fait que maintenant je suis en vadrouille, je réalise mes rêves et Puis on va aller vraiment étape par étape parce qu'on trouve que c'est important, c'est le parcours que tu as vécu avec l'endométriose. Sur déjà, pour toi, c'était quoi les symptômes que tu avais avant de découvrir que c'était l'endométriose? Beaucoup de douleurs depuis mes premières règles. En fait, j'avais des règles abondantes, j'avais des douleurs vraiment intenses, vraiment avec des vomissements, des problèmes intestinaux, des diarrhées, de la constipation un peu alternée, vraiment où je restais couchée en fait. Je pouvais pas me lever le matin pour aller à l'école. J'ai eu mes règles tôt, j'avais 11 ans. J'ai pris très vite la pilule par rapport à ces douleurs et par rapport à l'acné aussi. Et la pilule n'a pas vraiment changé les choses. Donc pour moi, ça n'a pas été la solution miracle que ça peut être pour certains. Et donc ouais, c'est principalement les douleurs. Je me suis accommodée de ces douleurs. Donc j'étais un peu je sais pas, vraiment, je vois ce truc de distributeur de bonbons ou de médicaments, mais je me gavais en fait d'anti-inflammatoires, antidouleurs pour pouvoir fonctionner. Donc j'avais l'impression, pour moi, c'était normal. C'était, t'es une femme, t'es une fille, et puis c'est comme ça tous les mois, et puis voilà. Et à ça, j'ajouterais, je me rendais pas compte sur le moment, c'est de la fatigue aussi, beaucoup. Moins d'énergie que les autres, j'avais toujours l'impression d'être un peu à la traîne, de moi devoir me forcer pour sortir, pour avoir des activités, pour faire du sport, d'avoir un manque d'énergie. Et c'est venu plus tard, bien sûr, ou des douleurs aussi pendant les rapports sexuels. C'est des douleurs qui m'ont pas empêché d'avoir des rapports parce que je l'ai appris plus tard en discutant avec un chirurgien. Je me suis accommodée en fait des douleurs. Mon corps a compris comment les éviter. Donc en fait, j'étais complètement dans le contrôle ouais, donc je dirais que c'était vraiment les principaux symptômes. Donc des douleurs, des problèmes digestifs et des douleurs pendant les rapports sexuels. Puis comment t'as découvert en fait que tu avais l'endométriose?
pense que ça devait être presque 10 ans avant mon diagnostic. J'avais lu un article et je me suis dit, mais j'ai ça, en fait. Mhm. Et j'en avais parlé à ma gynécologue qui m'a dit, mais non, ça c'est une maladie très grave, il faut arrêter de vous faire des films, etc. Donc je me suis dit, bon, bah tant mieux, en fait. Et voilà, et j'ai trouvé mes petites solutions qui étaient principalement les médicaments à l'époque Mhm. pour aller mieux pendant cette période-là. Euh, Ensuite, j'ai eu un parcours d'essai de bébé pendant 2-3 ans qui n'a pas fonctionné. Après, j'étais dans une situation de couple où ça allait pas vraiment, donc j'ai pas recherché plus loin. Mais Mhm. j'avais toujours ce truc qui me disait il y a quelque chose qui joue pas. Mhm. Et en fait, mon diagnostic, il est tombé lors d'une opération en urgence. En fait, j'avais vraiment un point de côté qui était intense et qui arrêtait pas d'augmenter. Et puis en fait, qui a été lié, alors c'est un peu une double histoire qui a été liée au syndrome du choc toxique avec un tampon. Donc il y a tout qui a été lié. En fait, j'ai eu beaucoup de fièvre. Je suis allée à l'hôpital parce que à cause de la douleur plus de la fièvre et là on m'a opérée dans l'heure. En fait, je suis partie vraiment. Là, j'ai vraiment découvert le sens du mot urgence. Ok. Donc j'étais au bloc opératoire 1 heure après. J'ai été opérée pour une rupture de kyste avec un début de septicémie. Et c'est là que j'ai eu le diagnostic en fait d'endométriose. Ok. Puis tu le disais après, quand tu as eu le diagnostic, ça a été un soulagement pour toi? Comment Oui, tu... en fait, c'est comme si on validait ce que je ressentais depuis longtemps. Donc j'étais pas surprise, j'ai pas été abattue, c'était presque quelque chose de j'ai enfin une réponse à un mot et je peux faire des recherches et je peux enfin m'occuper de ça sans être en train de chercher partout en fait. Et avant ça, il n'y a aucun médecin que tu as pu rencontrer qui t'a aiguillé sur cette possible maladie? Non, jamais. Ok. Puis une fois que tu as eu ce diagnostic pour l'endométriose, par où tu as commencé? Alors c'était un peu en dents de scie parce que j'ai commencé un peu tout et partout en même temps. J'ai eu une deuxième opération à peine 3 mois après. Ok. En fait, pour une nouvelle rupture, j'ai de nouveau eu un kyste et de nouveau une rupture de kyste. Et à ce moment-là, j'ai eu un traitement qui était Zoladex, je crois, qui est en fait un traitement qui simule la ménopause. Et de nouveau, enfin, c'était une piqûre, c'était sans vraiment d'explication. Après, j'ai lu les effets secondaires, etc. J'ai paniqué parce que c'est un produit qui reste 3 mois dans le corps et j'étais pas vraiment en accord avec ça. Mais j'ai lâché prise parce que c'était là. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance, je crois, c'est plus à ce moment-là que j'ai eu le déclic et cette envie de prendre ma santé en main, vraiment, et de compter finalement que sur moi. Euh, Parce qu'en fait, on m'avait dit que de prendre ce traitement et que 3 mois après, on ferait une vraie opération pour bien nettoyer les lésions d'endométriose parce que mes opérations d'avant étaient des cas d'urgence, donc ils pouvaient pas enlever les lésions. Donc j'avais ce traitement de 3 mois qui allait servir ça. Et en fait, les médecins m'ont oublié. Donc c'est moi qui, au bout d'un moment, les ai recontactés en disant mais enfin j'ai un rendez-vous, est-ce que je vais être opérée? Personne n'était au courant. Donc déjà ça j'étais un Ouais. peu en colère avec ça. Ouais. Et en parallèle, j'ai commencé à ressentir la même douleur que je connaissais bien. Donc je suis retournée chez ma gynécologue qui m'a dit qu'il y avait de nouveau un kyste. Mhm. Et là, en fait, j'ai appelé le chirurgien qui m'avait oublié. Et donc, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah oui, ben alors il faudrait reprendre ce traitement et puis on refixera. Et je lui ai dit, ben non, en fait. Que moi, c'était un signe que non. Que si mon corps était fabriqué encore des kystes alors qu'il était censé plus fonctionner par rapport à ce traitement, et ben pour moi, ce traitement marchait pas. Mhm. Et que ce chemin me convenait pas, en fait. Et c'est là que j'ai un peu tout lâché, ma gynéco y compris. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire mes expériences toute seule et je vais faire mes recherches toute seule. Et Waouh. ouais. Donc pour répondre à ta question, j'ai commencé vraiment avec un côté très pratique avec l'alimentation, tout d'abord, et puis aussi ben, des praticiens, naturopathes, acupuncteurs. Enfin, j'ai tout fait, je crois. Puis dans l'alimentation, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fonctionné par rapport à ça? J'ai fonctionné par étapes. Alors en premier, j'ai arrêté les produits laitiers Ok. Mhm. pendant à peu près 1 mois et juste ça pour voir si ça avait un effet. Ça avait vraiment un effet par rapport aux douleurs. Euh, Ok. Ensuite, j'ai fait pareil avec le gluten. Ouais. À la base, je voulais réintroduire les produits laitiers, mais je les ai jamais réintroduits. Mhm. J'ai fait pareil avec le gluten. C'était moins probant, mais quand même, je sentais plus d'énergie. Donc, j'ai aussi continué sur cette voie.
Et puis au fil du temps, j'ai arrêté la viande, Ouais. j'ai arrêté le soja aussi, l'alcool, le café, cigarettes, je fumais à l'époque, ça me paraît tellement loin. Euh, Ok. Puis j'imagine que tu as fait ça par étapes. non, c'était pas j'ai les informations et je fais tout d'un coup et je change tout d'un coup. C'est vraiment tout venu par étapes. Ok. Et pour toi, ce qui a changé le plus, c'est couper les produits laitiers, tu dirais, ou qu'est-ce que tu as vu? Ça, c'est vraiment ce que je remarque le plus parce que maintenant, après, je pense que ça doit faire 6 ans quand même que j'ai ce régime-là. J'ai été très stricte. Maintenant, j'ai un regard un peu. Enfin, ça me fait sourire parce que je me rends compte que des fois, j'étais, je pense, limite à la limite des troubles alimentaires parce que j'étais tellement dans le contrôle, parce que dans la peur des symptômes, etc., Ouais. mais aussi dans l'envie d'aller bien. Donc, j'étais vraiment très contrôlante avec mon alimentation. Et là, depuis une année, j'ai vraiment lâché. Donc là, ce que je peux dire qui me convient, enfin, qui est vraiment le plus important pour moi, c'est les produits laitiers parce que c'est la seule chose que je garde. Le soja aussi, parce que je me rends compte que ça a un impact sur mon syndrome prémenstruel. Ouais. Mais, euh, mais vraiment, les produits laitiers, c'est ce que j'ai vraiment arrêté et que je ne mange plus du tout. Est-ce que justement tu disais que tu avais refusé ce traitement on avait voulu t'administrer une deuxième fois, mais t'as pas repris une pilule qui t'arrêtait en continu les règles Non. après? Ok. En À ce ce moment, moment-là, non. Je l'ai reprise à un moment. Euh, mais je l'ai reprise 3 mois après ma dernière opération, en fait. Ok. Et ça, c'était après discussion avec le chirurgien, c'était pour mettre le corps au repos. J'étais pas à 100% en accord avec ça, mais je comprenais ses arguments. Et, euh, et puis en même temps, c'est une opération que j'avais choisie. J'ai choisi ce chirurgien, je lui faisais confiance et je me disais, si là, en fait, pour lui, c'est la solution et par rapport aux 10 heures d'intervention qu'il a fait, etc., ben, je vais suivre ce qu'il décide, en fait, jusqu'au bout et puis voilà. Puis c'est ça, après, tu allé voir plusieurs spécialistes, Oui, acupuncture. Comment tu as décidé, parce que je sais, en lisant ton blog, tu as décidé de comme quitter ta vie ouais. et de tenter autre chose. C'est comme l'alimentation, c'était pas quelque chose de je claque des doigts, je change tout demain matin. Enfin, c'est pas venu comme ça non plus. Bah, en fait, de la vie que j'ai, en fait, j'étais vraiment, je me rappelle encore, quoi, enfin, dans mes bouquins, à regarder tout sur Internet, à faire mes changements alimentaires, et je me rendais compte que mon entourage, j'étais célibataire à ce moment-là, mais tout mon entourage ne suivait pas ça, et en fait, je me reconnaissais plus dans cette vie-là, déjà. Mhm. C'était de sortir, d'aller en boîte les week-ends, ouais, de boire des cafés, de fumer des clopes sur des terrasses, et en fait, j'étais là, mais en fait, ça me va plus, en fait. Mhm. Et puis, petit à petit, c'est même devenu, j'ai encore des amis de l'époque qui sont mes amis maintenant, mais j'ai eu un moment où on s'est séparés parce que ça allait plus non plus, en fait. J'ai l'impression qu'on n'avait plus rien à se dire, qu'il y avait plus d'intérêt en commun. Et, donc, il y a eu déjà ce passage-là. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un et qui vivait aussi avec une maladie qui était la maladie de Crohn. Donc on était un peu la bouée de sauvetage l'un de l'autre, oui. à se partager nos trucs et nos astuces pour aller mieux. C'est pas une relation qui a duré longtemps, mais c'est vrai que ça m'a un peu propulsée là-dedans en me disant, ben voilà, maintenant j'ai envie de ça dans ma vie et voilà. Mais là, j'étais encore, enfin, j'avais mon travail, j'étais pas dans une remise en question de tout. Mhm. C'était plus un petit peu par rapport à c'était vraiment, ben, comme mon approche en fait, où j'ai commencé par l'alimentation, etc. Donc c'était ça, j'étais plus, je change mon corps et ma manière de vivre et mon sommeil et mon rythme. Mais j'étais pas encore dans la remise en question de ce que je faisais au quotidien en fait, de ma vie. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, avec qui on est resté 4 ans ensemble avec qui on a de nouveau essayé d'avoir un bébé. J'ai eu un parcours PMA qui n'a pas fonctionné. Donc ouais, c'était une période pas facile et en fait le déclic il a été par rapport à ça en fait où, où c'était plus où j'étais arrivée en fait je pense au bout de ma démarche de physique de je prends soin de moi et je me suis rendu compte que j'avais vraiment réussi à avoir un impact énorme sur les douleurs. J'avais plus de douleurs, j'avais des cycles qui commençaient à devenir réguliers.
Donc, je voyais que ça marchait, mais j'ai une endométriose qui est très profonde. J'avais les organes qui étaient collés les uns aux autres. J'avais un énorme nodule qui causait toujours des douleurs pendant les rapports. Et c'est là que j'ai décidé de faire une opération pour me soutenir, en fait, et puis pour éliminer les adhérences, les traces d'endométriose. D'autant plus qu'à ce moment, j'avais une image négative de mon corps. Donc, j'étais dans ce parcours de fécondation in vitro, mais avec pour moi une image sombre, de tout coller, voilà. Et je me disais, mais mon corps peut pas accueillir un bébé avec les pensées que j'ai, en fait. Enfin, pour moi, c'était un milieu hostile. Ouais. Et c'est dans ce but-là que j'ai fait cette opération en premier. Je crois que c'était plus un but de tomber enceinte. Et j'ai fait cette opération qui a été une réussite. Et puis, j'ai pris ces 3 mois de pilule. Et au moment où donc tout était censé être bien et merveilleux, et c'est le moment, selon les médecins, parfait pour tomber enceinte, et c'est mon ex maintenant m'a quittée. Et là, c'était un peu un choc, en fait. C'est arrivé du jour au lendemain. C'est là, en fait, que le déclic a eu lieu. Comme avec le diagnostic, je suis quelqu'un, je pense, de très résilient. Je rebondis super vite. Ouais. J'avais des vacances planifiées, un vol pour la Thaïlande en été, et je suis partie toute seule. Okay. Je suis allée faire une retraite de yoga, et là, j'ai découvert un autre monde, et un monde qui me parlait vraiment, et dans lequel je me sentais moi et bien. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré que des personnes qui avaient un peu tout lâché, qui avaient des expériences similaires, que ça soit des ruptures, des maladies, des deuils, etc. Et qui avaient pris un virage, comme tu l'as dit, à 180 degrés tout d'un coup. Ouais. Et je suis partie 3 semaines, je suis rentrée, j'ai demandé une année sabbatique à mon travail, et j'ai décidé de tout lâcher, en fait, de vendre mon appartement, de tout vendre mes affaires, et de partir. Ouais. Tu nous as parlé de comment tu avais été accompagnée au niveau physique avec plusieurs spécialistes, naturopathes, acupuncture, etc. Est-ce que sur la dimension plus psychologique, tu étais aussi accompagnée, ou ce chemin, tu l'as fait seule aussi? Oui. Non, j'ai fait une thérapie. Pour moi, c'était nécessaire aussi par rapport au parcours PMA. Ouais. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Après, pour moi, ça l'était d'autant plus que à l'époque, je travaillais dans un foyer d'accueil d'urgence pour bébés, donc ça résonnait beaucoup. En fait, je m'occupais de bébés qui n'ont pas de parents, et en parallèle, j'essayais d'avoir un bébé et j'arrivais pas, donc c'était pas facile à gérer. Et donc ouais, j'ai quand même fait une thérapie par rapport à ça, et après j'ai continué dans le sens où pour moi il y a l'aspect physique de la maladie, mais il y a aussi tous les aspects symboliques, et puis l'aspect de la maternité, la relation à ma propre mère. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter à ça, et j'avais un besoin d'être accompagnée. Ouais. Puis est-ce que maintenant tu veux nous parler justement de qu'est-ce que tu as commencé à accomplir quand tu es partie en Thaïlande pendant cette année sabbatique? Oui, en fait, plein de choses. Alors, j'avais déjà commencé mon blog à l'époque, et puis je l'ai continué. Pour moi, c'était quelque chose où j'avais aussi fait une formation de coach en santé et nutrition, mais c'était plus parce que j'avais envie d'aller plus loin dans la santé et la nutrition pour comprendre mon corps. À la base, c'était pas du tout pour coacher. Cette formation, je l'ai faite il y a 5 ans, je crois. Et je fais des coachings depuis une année, donc c'était plus pour avoir des informations solides et puis cohérentes, et pas des choses que je piquais à droite à gauche dans des livres ou sur Internet. Et c'est vrai que juste avant de partir, j'ai une amie qui m'a dit, où je lui disais, ce voyage, il va me permettre de voir ce que j'ai envie de faire de tout ça. Et puis, elle est webmaster, elle m'a dit, non, mais je te fais un site Internet et commence maintenant. Enfin, donc j'ai déjà commencé à ce moment-là. Et j'avais qu'une chose de prévue pour mon voyage, c'était une formation de prof de yoga. C'était un peu de nouveau, en fait. Je crois que c'était pas dans le but d'enseigner. C'était plus pour moi d'aller plus loin dans cette pratique-là. Et c'était aussi pour moi une manière je sais pas comment l'exprimer. C'est un gros challenge pour moi. C'était vraiment de faire vivre quelque chose d'intense à mon corps, et de voir mes limites. Et aussi, j'avais cet espoir un peu de réaliser que mon corps est capable de ça, parce que j'ai toujours, en fait, avec tout ce qui est arrivé, et puis, comme je disais, le contrôle que j'avais sur l'alimentation, j'étais un peu, je dois faire attention à tout, je dois faire attention à mon rythme de sommeil, à mon alimentation, à pas être fatiguée, et ci et ça, à pas en faire trop. Dès que j'avais une petite douleur, c'était je m'arrête, je respecte mon corps, et j'avais envie de me confronter plus
à mon corps et puis à ses ressources finalement et de me dire il est capable de plus aussi peut-être et qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur. Donc j'ai fait cette formation, c'était un challenge énorme. Ça n'a pas été facile du tout parce que je crois que bien sûr par rapport à la manière dont je l'avais abordé, j'ai été blessée pendant ma formation, donc j'ai dû arrêter un bout. Donc ça m'a mis face à ça, de nouveau à une espèce de colère de je peux pas faire comme les autres et j'arrive pas à suivre et je dois écouter mon corps, je dois m'arrêter et puis avec la difficulté de le faire et ça m'a renvoyé à mon fonctionnement d'avant, c'était de jamais m'écouter en fait, Mhm. jusqu'à ce que ma maladie me force à le faire. Mais ouais. Ouais. Et ça, ouais. Donc ça, c'était un peu le déclencheur. Et puis les choses, après, elles se sont faites un peu tout naturellement au fil des rencontres que j'ai faites pendant ce voyage, des formations que j'ai faites, parce que j'ai fait 2 autres formations. Et ouais, c'est comme si, ouais, il y avait des pièces de puzzle qui commençaient à s'assembler et qui montraient que j'avais quelque chose à faire là-dedans. Et Puis tu penses que tu n'aurais pas pu le vivre autrement qu'en partant pendant un an loin de ce que tu avais connu? je pense que j'aurais pu. Mais je me dis, j'aime bien cette image on prend un chemin, mais on peut le rejoindre en fait, si on en Mhm. prend un autre. Et, Ouais. euh, et donc je pense que je serais arrivée aussi à ça, mais pas de la même manière. Et j'aurais pas fait les rencontres que j'ai fait en route. C'était assez drôle. J'ai principalement rencontré des femmes pendant ce voyage et des femmes qui sont coachs ou qui sont influenceuses sur les réseaux sociaux. Et c'était drôle en fait de se rencontrer toujours. En plus, on s'est croisés plusieurs fois. Et, euh, et je crois, de les rencontrer, alors déjà, c'est des amis, mais précieuses et j'en serais reconnaissante mais éternellement. Mais en fait, le fait qu'elles aient déjà un public, ça m'a fait aussi plus connaître. Et ce qui Ouais. fait que j'ai plus passé mon message, qu'elles m'ont poussé à passer ce message. Et je pense ouais, je pense que j'en serais pas là maintenant sans elles aussi. Mhm. Et- Est-ce que pendant ton parcours, tu as rencontré d'autres femmes qui étaient atteintes d'endométriose? oui, oui, oui. Est-ce que elles sont, est-ce que sont guéries? Dans quelle partie de leur diagnostic sont-elles au moment où tu les as rencontrées? Alors, j'ai rencontré à tout stade, en fait. Et, J'ai rencontré des femmes qui ont le même parcours que moi. J'ai rencontré des femmes qui sont en pleine, ouais, un peu en plein magma de doute, de peur, de bataille, etc. par rapport à ça. Euh, et qui sont parties voyager justement, de faire des retraites, des choses comme ça, des détox, en Inde voilà, pour prendre soin de leur corps et qui sont en plein chemin de guérison ou en tout cas d'essai voilà, d'atténuer des douleurs et d'atténuer les symptômes de la maladie. J'ai aussi rencontré des femmes qui me disaient waouh, en fait, ça résonne et je me dis depuis toujours que j'ai un problème et peut-être que je devrais me faire diagnostiquer. Donc ça, et puis des hommes aussi finalement et j'étais étonnée parce que pour moi ça a toujours été un sujet un peu tabou quand même. Mhm. Et, euh, et là, plus j'en parle, plus là maintenant ça devient simple pour moi parce que je suis en train d'en faire une profession finalement. J'aurais pas pensé, mais ça se profile comme ça. Du coup, je suis obligée d'en parler quand on me demande ce que je fais dans la vie. Voilà, et j'en parle et je trouve que les hommes sont super intéressés. Je me suis retrouvée avec des couples où l'homme me dit ah ben oui, je sais ce que c'est. La femme elle a ah bon, mais moi je sais pas, comment toi tu sais ça. Donc ça ah mais c'est ma cousine et puis tu vois et puis enfin donc ouais. Puis après, c'est vrai que, en tout cas, moi, je le vis, là, l'endométriose, c'est sûr que c'est une maladie de femme, mais c'est une maladie qui se vit en couple aussi, qui se vit avec des collègues au travail. Est-ce que toi, tu fais un travail, oui, avec les femmes, mais aussi avec les hommes? Alors non, pas encore. C'est drôle parce qu'on m'a posé une question une fois si jamais un homme voulait participer à un de mes ateliers ou qu'est-ce que je dirais et c'est venu tout de suite, ça mais avec grand plaisir en fait, j'adorerais. Moi, ça a quand même mis à mal mon ancien couple en fait. Après, il y a d'autres choses, bien sûr, mais ça a quand même eu un énorme impact. Et puis, avec pas de communication, donc, sans communication autour de ça, vraiment. Donc, je pense que c'est très, très important. Et je pense que c'est très important quand on est en couple
d'en parler ou même de faire une thérapie de couple par rapport à ça. Tu nous disais au tout début que tu avais des douleurs pendant les rapports sexuels, par exemple. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, par rapport à ça, tu as dépassé ces douleurs ou Oui, j'en ai plus. Alors, l'opération m'a aidée, j'avais un énorme nodule, en fait, qui commençait à envahir le fond de mon vagin. Donc effectivement, ça touchait. Donc voilà, j'arrivais à ne plus avoir de douleur en changeant les positions et en étant dans le contrôle, moi. Et puis là, j'en ai plus du tout. Mais ça a pris aussi du temps parce que je restais dans ce contrôle-là, en fait. C'était par habitude et mon corps par peur d'avoir mal, en fait. Et ça fait pas longtemps que j'ai lâché ça, que j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que non, j'avais plus mal. est-ce qu'aujourd'hui tu t'estimes guérie de l'endométriose sur tous les aspects? Alors, je m'estime guérie. J'ai encore des peurs qui reviennent. Ouais. Parce que, on entend, c'est pas une maladie dont on guérit, c'est une maladie qui peut revenir, etc. Maintenant, pour moi, je peux pas dire que je suis malade, parce que si j'étais dans l'état dans l'état dans lequel je suis maintenant, j'irai jamais chez un médecin, je me poserai aucune question sur mon corps parce que j'ai zéro douleur, mais zéro du tout pendant mes règles. J'ai des cycles complètement réguliers, tous les 27 jours, j'ai mes règles. J'ai un bon niveau d'énergie, je suis bien, donc non, je suis pas malade en fait. Ouais. Peggy, tu nous as parlé aussi de beaucoup de ton processus d'essayer d'avoir un enfant avec tes ex-conjoints, peu importe, tu l'as quand même mentionné plusieurs fois pendant l'entrevue. Puis je serais juste curieuse de savoir où tu en es avec ce processus-là. C'est quelque chose qui a pris énormément de place dans ma vie et du coup c'est pour ça que j'en parle. Je pouvais pas en parler par rapport à mon ex-partenaire avant, donc j'en parlais pas vraiment sur mon blog et puis maintenant, je me sens vraiment libre de le faire. Et je pense que c'est important parce que c'est aussi de montrer que on est beaucoup à vivre ça, en fait. Et que c'est aussi quelque chose qui isole parce que c'est quelque chose qui est pas facile à parler avec l'entourage. Enfin, moi, je sais que même maintenant, j'ai des copines qui vivent ça et que pour moi, des fois, je me dis, peut-être que c'est mieux pour elles de faire semblant que tout va bien. Elles ont pas envie qu'on leur demande ou alors, oui, elles ont vraiment envie qu'on en parle. Et c'est toujours quelque chose de très difficile, je trouve. Et, moi, en fait, j'ai eu une réalisation, c'est par rapport à mon métier qui m'a fait vraiment lâcher prise par rapport à ça. C'était vraiment pour moi, on peut être maman de différentes manières. Et j'ai pu ressentir un amour de maman et même de maman louve, lionne, etc. avec des bébés dont je me suis occupée pendant 2 ans où j'étais finalement la personne la plus importante dans leur vie. Et je sentais cet amour de leur part aussi et je me disais, en fait, j'ai pas besoin d'avoir porté un enfant pour ressentir cet amour-là et pour amener quelque chose et pour amener ce sentiment de sécurité à un enfant. Et du coup, ça m'a vraiment permis de lâcher quelque chose, de me dire, on verra, je verrai très bien la vie, ce qu'elle va m'amener. Et voilà. Là, je suis dans une relation qui est récente, donc la question d'avoir des enfants ne se pose pas actuellement. Même si ça peut l'être, mais je suis pas là dans des projets par rapport à ça, je vis au jour le jour. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui a des enfants et pour moi c'est chouette parce que je sais que je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, j'étais aussi beaucoup dans la culpabilité par rapport à mes ex-conjoints de me dire ils ont envie d'être papa et un peu à cause de moi ils peuvent pas l'être en fait. Et ouais, j'étais dans beaucoup de culpabilité et du coup là, ça me fait lâcher ça, de me dire voilà, j'ai rencontré un homme qui a déjà vécu ça, donc je lui enlève pas quelque chose si ça arrive pas. Et puis en fait, pour moi, ça arrivera d'une certaine manière. Je me dis soit ça va arriver réellement et je vais tomber enceinte, soit j'hérite déjà de 2 enfants, et soit on peut adopter, on peut être famille d'accueil. Enfin, pour moi, il y a tellement de manières différentes d'être maman que je me mets plus du tout de pression par rapport à ça et je laisse venir ce qui doit venir. Et puis du coup, tu as réussi à te détacher de la pression des autres aussi. Ouais. C'est sûr que l'endométriose, un des gros sujets, c'est la question de la fertilité, de la maternité. Puis on peut en arriver à en devenir comme obsédé par cette question-là. Tu sais, t'as réussi à lâcher prise par rapport à ça, puis, entre guillemets, advienne que pourra. Ouais. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, j'étais pas du tout là-dedans il y a encore 4 ans. Ouais. C'était vraiment un bébé à tout prix, et c'est tout. Mm-hmm.
Et c'était le centre de mon monde et il y avait rien d'autre. Et ouais. Ok. Alors que maintenant, ça devient plus, waouh, si ça arrive, comment je vais caser ça, en fait. Ouais, Mais, non, je trouve que c'est souvent ce qui arrive quand on lâche prise sur des choses. ouais. Mais attends, comment je pensais être capable de pouvoir accueillir ça, tu sais? Après, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de partager que je trouve important et c'est pas important, enfin, je trouve que c'est important pour les enfants parce qu'on a un rôle de transmission aussi. Et moi, j'étais dans le avoir un enfant. Et c'était remplir quelque chose, c'était remplir un attachement, c'était remplir une peur d'être seule, c'était toutes ces choses-là, c'était remplir un rôle dans la société aussi, parce que j'ai l'âge où je devrais être maman finalement. Pour, je pense, 90% des gens. Donc j'étais vraiment là-dedans. Et maintenant, pour moi, avoir un bébé, c'est vraiment, j'ai même pas envie de dire avoir un bébé, c'est plus mettre quelqu'un au monde, mettre une âme au monde et un peu s'émerveiller de voir qui il ou elle est et ce qu'il va devenir et ce qu'il va apporter. Et je vois vraiment ça comme ça, en fait. Je pense qu'on se pose pas assez la question de pourquoi on veut devenir maman. Je trouve ton point de vue là-dessus très intéressant. Merci. Est-ce que tu aurais des recommandations pour les gens qui nous écoutent? Alors moi, je pense que, et c'est ce que je fais dans mes coachings, pour moi, le plus facile, c'est de commencer par du concret. Donc, commencer par des choses de l'alimentation, des plantes, enfin plein de choses voilà, de bouger son corps, des choses qui permettent vraiment de voir que ça marche et d'écouter notre corps, de voir ce qui fonctionne pas, ce dont le corps a besoin. Je pense que c'est déjà une première étape. Mhm. Et ensuite, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, et d'être soi en fait, Ouais. et de pas avoir peur de ça. Pour moi, pour moi, c'est une des clés. C'est vraiment d'être au plus proche de soi, d'avoir une vie qui nous ressemble, de faire ce qu'on aime faire, de pas faire des choses parce que les autres pensent que c'est bien ou que les autres nous demandent de le faire et se dire bon ben c'est pas grave et puis voilà et je m'adapte et à tout prix. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Et Est-ce puis aussi être confiant en fait. Ouais. Je pense déjà avoir confiance aussi en son corps parce que pour moi, s'il est capable de créer une maladie telle que celle-là, il est capable de guérir aussi. Et du coup, c'est de croire voilà, en cette force. Mais finalement, vraiment de lui faire confiance et d'écouter. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une clé. C'est que le corps nous parle et que plus on a une maladie qui devient chronique ou alors on a une grosse crise qui nous arrive, c'est qu'il y a un message j'aime pas dire ça comme ça parce que ça peut être culpabilisant, en fait. Mais pour moi, il y a un côté, ben, on s'écoute pas ou on n'a pas su écouter à temps et au bout d'un moment, le corps, ben, au début, il chuchote, il murmure, il parle et à la fin, il crie, quoi. Et c'est un peu, mais arrête et écoute et stop. Donc pour moi, c'est un peu un signal d'alarme et un indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas. Absolument. Et c'est quoi à partir de maintenant tes futurs projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Alors, waouh, j'ai eu beaucoup de mal à tout mettre enfin, voilà, à nouveau, cette image des pièces du puzzle, je sais pas trop où me lancer, j'ai envie de faire plein de choses, etc. Ce que je réalise maintenant, c'est que le coaching, ça me rend heureuse, vraiment. J'adore ça. J'adore rencontrer les gens et même si j'adore écrire, voilà, là, je suis en train d'écrire un livre, je suis en train de préparer un autre e-book et j'aime beaucoup faire ça, être un peu dans ma bulle. Parce que c'est moi aussi. Enfin, depuis que j'étais petite, j'adore écrire, dessiner, lire. Voilà. Et donc ça me convient, mais j'aime aussi énormément le contact avec les autres et de grandir ensemble. Donc je réalise chaque fois après mes coachings où je suis là, waouh, mais j'ai adoré, c'était génial. Et ouais, donc ça j'ai vraiment envie de poursuivre les cercles de femmes parce que c'est quelque chose que j'adore aussi, vraiment. Je trouve que c'est magique. Parce que je me suis sentie très seule, moi, au début, je connaissais personne qui avait cette maladie, je faisais mes recherches de mon côté, mais il me manquait vraiment un échange. Puis aussi, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans l'endométriose, c'est que c'est une maladie de femme. Et il y a aussi beaucoup la notion de sororité. On est ensemble dans la même galère. Puis si tu guéris, moi je guéris. Ton parcours m'inspire. Puis on a besoin, je trouve, depuis que moi-même je suis dans cette démarche, je le vois, je le sens que il y a une vraie solidarité. Puis ça change tellement de ce qu'on peut retrouver ailleurs dans la société où parfois on est en compétition même avec d'autres femmes. Ouais. Je sais Ça me pas fait si- des frissons quand je t'entends parler. Ouais, j'ai la chair de poule. Et
Je te rejoins, moi je trouve ça aussi, et j'ai rencontré tellement de belles personnes et puis de beaux projets, ben, comme le vôtre, et je vois aussi beaucoup de douceur là-dedans et beaucoup d'entraide. Oui, ben je partage des trucs et on se fait grandir tout ensemble ouais. Aujourd'hui, tu nous as parlé du coaching pour les femmes, des cercles de femmes que tu fais. Je sais aussi que tu es professeur de yoga. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du yoga, puis la vision du yoga que tu as, toi, aujourd'hui, par rapport... Ouais. Oui, je veux bien parce que elle est pas très commune à ce qui se passe dans le monde du yoga en ce moment. Euh, Moi, finalement, je suis très vite arrivée alors par le yoga classique, euh, qui pour moi au début c'était une manière vraiment de ressentir mon corps et d'être dans mon corps. Et c'est quelque chose où, par rapport aux douleurs et à la maladie, j'avais tendance à me dissocier complètement de mon corps et à rien ressentir. Ouais. Donc ça a été en fait, moi la découverte du yoga, c'était waouh, j'ai trouvé un truc déjà pour arrêter de penser parce que c'est un de mes soucis. Et c'était, ben voilà, je suis tellement concentrée sur ma respiration, la posture, enfin, et tout ça que, waouh, tout d'un coup, j'étais un peu, ben, là, il y a tout qui s'arrête et ça fait vraiment du bien, ce tout qui s'arrête. Et puis après, en fait, au fil de mes formations, j'ai découvert le yin yoga. Donc, je suis professeure de yin yoga principalement. Donc, je donne aussi d'autres cours et je peux donner d'autres cours, mais ça m'intéresse moins. Et le yin yoga, en fait, c'est un yoga où on reste 5 minutes dans la même posture. C'est des postures toutes douces au sol qui sont pas du tout challengeantes. Il y en a qui peuvent l'être un petit peu, mais le but, c'est de rester en fait 5 à 10 minutes sans bouger. Et là, moi, en fait, je trouve qu'il y a des merveilles qui se passent parce que déjà, c'est en lien avec la médecine chinoise, les méridiens, donc on peut agir aussi sur notre état de santé et notre énergie. Mais c'est aussi juste rester là avec soi et écouter ce qui se passe et voir ce qui se passe. Et quand tout d'un coup, ben, on commence à s'énerver parce qu'on a envie de bouger, de voir comment on gère ça, etc. Et c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore. Et en fait, je pense que tout ce chemin m'a amené là, dans ce yoga-là, euh, et qui est du coup un yoga plus féminin, c'est d'arrêter d'être dans le faire, dans la compétition, parce que le yoga, ça peut être un monde compétitif. Bah, la recherche d'aller toujours plus loin, en fait, de faire toujours mieux. Là, c'est juste être là avec soi, et c'est un principe très féminin. Bah, c'est le yin, c'est juste être, en fait, et pas faire. Et là, moi, j'en suis là dans mon chemin pour l'instant, où c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis, ce yin yoga, il est accessible, entre guillemets, à tous, dans le sens, si on a des handicaps, des douleurs, mal au dos, j'imagine que Oui, tu adaptes en fonction de... oui, oui, alors complètement, ouais. Et après, je dis quand on est bien formé, parce qu'il y a beaucoup de profs quand même de yin yoga qui en font parce qu'ils disent ben c'est juste rester 5 minutes, mais qui n'ont pas eu vraiment de formation. Mais ceux qui ont eu des vraies formations et en lien avec la médecine chinoise, on a toutes des alternatives, d'autres postures suivant les personnes, donc c'est complètement adapté, adaptable Mhm. Puis la différence avec le yoga thérapeutique. Les deux sont liés, oui, parce que j'ai fait une formation de yoga thérapeutique, mais en fait, cette formation, elle est basée la même chose, c'est sur les méridiens en médecine chinoise. Et en fait, c'est de faire circuler l'énergie, c'est de choisir en fait des éléments ou un organe sur lequel on veut travailler, et c'est de choisir les postures par rapport à ça. Mhm. Donc ça, moi, je peux l'intégrer à un yoga plus dynamique en disant, bah aujourd'hui, on va travailler sur les reins. Les reins, ça stocke notre énergie. Donc c'est travailler à réveiller l'énergie, etc. Et du coup, je vais pouvoir choisir en fait des postures qui vont stimuler ce méridien tout au long de la pratique. En fait, ce que moi j'entends, puis c'est peut-être mon regard d'une personne qui n'est pas atteinte, c'est qu'en Mhm. fait, c'est la médecine alternative qui est vraiment Oui. la clé. Moi, je pense que c'est vrai parce que pour moi, il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps énergétique. Donc, dès qu'on va dans les médecines alternatives, on touche aussi à ça. Ouais. Et, euh, et puis, de nouveau, pour moi, dans mes lectures et maintenant ma compréhension des choses, ben, le corps énergétique, il est touché avant le corps physique. Donc, si on agit déjà en amont, on évite que le corps physique souffre de maladie ou ait besoin de s'exprimer. Et puis, pour moi, simplement, même si on n'est pas du tout ouvert à tout ça au début, le fait d'aller vers un acupuncteur, d'aller vers un praticien en médecine alternative, souvent, c'est des personnes qui vont nous ouvrir à un peu plus grand, en fait. Mm. Ouais. Par des discussions, moi, ça a été, je trouve, en fait, finalement, je me dis, mes meilleurs thérapeutes, ça a pas été des psys, ça a été une réflexologue ou quelqu'un qui me faisait un
massage et tout d'un coup qui faisait sortir vraiment des choses profondes et sur lesquelles après je pouvais travailler. Aussi, quoi ton approche de l'accompagnement des femmes? Alors mon approche, alors je pars souvent, comme j'ai dit, du physique au début, de l'hygiène de vie, etc. Je travaille au début avec un questionnaire global sur la vie de la personne en fait, donc c'est déjà de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc ça passe d'abord par là. Après, oui, il y a quand même un accompagnement qui peut être un peu thérapeutique, même si je veux pas me mettre cette casquette-là. Après, j'ai quand même une formation de thérapeute en relations familiales, donc il y a quand même des choses pour moi qui souvent ressortent en fait dans les relations avec la mère ou les relations de couple, où c'est quelque chose que j'ai fait dans mon autre travail. Donc c'est vrai que je suis aussi outillée pour travailler là-dessus. Et mais c'est plus pour moi le coaching, c'est de déclencher des choses. Et après, si c'est quelque chose, si je perçois qu'il y a vraiment quelque chose de très important au niveau familial, c'est d'aiguiller vers un autre thérapeute. Et voilà, ou si vraiment je perçois quelqu'un qui en peut plus, qui a un niveau d'énergie, on en parlait par rapport au rein, et ça me vient là, je me dis, waouh, cette personne, elle est vraiment fatiguée et il y a besoin d'un boost. Et je vais l'accompagner au niveau alimentaire, je vais pouvoir donner des postures de yoga, mais je vais aussi peut-être dire, ça serait peut-être bien d'aller voir un acupuncteur, de faire quelque chose qui est encore plus soutenant. Mais quitte à aller voir un médecin, je conseille aussi des fois des médecins, donc je suis pas fermée. Pour moi, si la médecine n'existait pas, je serais pas là aujourd'hui pour en parler, donc j'ai pas envie de cracher dessus, mais c'est plus de faire des choix conscients par rapport à sa santé. Puis une autre chose que je fais qui me vient de plus en plus, c'est depuis mon voyage et toutes ces expériences, c'est que j'ai quand même j'ai des espèces de messages, des informations qui viennent en voyant la personne et en parlant. Et au début, je m'autorisais pas trop à l'exprimer parce que je pense que c'est des choses qui font un peu peur de dire tiens, je te vois, je pense à ça. Et puis maintenant, je me l'autorise un peu et puis ça tombe très juste. Donc et ça m'aide aussi à mieux accompagner. Je pense qu'on a fait pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je suis très émue en fait par notre discussion, par notre échange. Je trouve que ça fait 1 heure qu'on discute, puis il y a tellement de sujets qui sont abordés, qui donnent envie de creuser, d'aller lire des livres, d'aller. Tu sais, vraiment, moi, ça m'a fait du bien, puis je suis certaine que ça va faire du bien aux autres personnes qui nous écoutent. Puis, tu sais, comme tu le dis, des femmes atteintes, des hommes, des femmes qui veulent avoir des enfants, qui se posent des questions. Des femmes qui sont amies aussi avec des gens qui sont atteintes. Parce que c'est ce que je réalise dans le podcast. Je suis l'amie d'une personne qui est atteinte. Donc, comment moi, ce rôle, mes attentes envers moi-même, le travail que je dois faire envers moi-même et envers le soutien d'une personne, je pense que ce que tu nous as partagé aujourd'hui, ça aide pas seulement les personnes atteintes. Je pense que ça aide leur entourage énormément aussi. Oui, aussi à comprendre cette réalité, Écoute, merci pour tout, Peggy. C'était vraiment génial. Ouais, merci à vous. J'ai le même sentiment. Je suis vraiment pleine d'énergie et c'était beau. Ouais. T'es très, très, très inspirante, en tout cas. On sent ta résilience, c'est fou. Mais je vous renvoie le compliment. Hein. Merci. Merci à vous de faire ça. C'est précieux. Ouais, c'est plus à vous que j'ai envie de dire merci, vraiment. Merci beaucoup, Peggy. Merci à vous, à bientôt. Merci à Peggy d'avoir accepté notre invitation. Les prochains mois seront denses pour elle, car elle nous réserve de belles surprises. Ses activités de coaching, un cercle de femmes le 11 juillet à Paris, une retraite en Inde en fin d'année, les sorties d'un e-book aussi, sur l'arrêt de la pilule et un programme sur l'endométriose en collaboration avec Ilia Renon. Elle nous rejoint même en sortant un podcast. Et pour finir, attendez-vous à la publication de son premier livre. Mais le plus simple encore pour suivre son actualité, c'est de s'abonner à sa page Instagram En Douceur et son blog en-douceur.com. On espère que ce 3e épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 4, le mercredi 7 août. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.